C'est parti. Donc, Patrick Cos, bon, on va enchaîner sur, du coup, sur l'autorité. Alors, je vous laisse y aller. Bon, donc on a eu une petite coupure, hein, donc pour les téléspectateurs, je fais une transition, hein. La question qui était posée par Omar, c'était quid de la baisse du niveau? Alors j'avais fait une première observation qui signalait que en fait cette baisse de niveau, elle n'était pas franco-française, hein, parce qu'il y a une sorte euh, de marmite comme ça, de discours qui sont entre critiques et presque haineux vis-à-vis des fonctionnements de l'éducation nationale, et on va dire de prendre de la hauteur et de zoomer en hauteur par rapport à ce phénomène permet de comprendre que les raisons de cette baisse de niveau, elles se jouent aussi dans à peu près la plupart des pays développés, 9 sur 10, sauf euh, le- la Finlande, Singapour, un certain nombre de pays asiatiques. Et les raisons tiennent beaucoup à des formations sociétales qui expliquent que dans l'école, il y a des rapports qui se tiennent sur le plan institutionnel alors qu'ils se délitent dans ces autres pays développés. Et d'où, euh, évidemment, ce phénomène, la crise d'autorité. Alors, ça implique que pour comprendre cette baisse de niveau, je ne me reporte pas sur des questions qui seraient simplement internes au fonctionnement de l'éducation nationale, mais je m'appuie sur des raisons aussi exogènes à l'éducation nationale pour en expliquer le problème, c'est-à-dire que il me semble que les explications de la baisse de niveau par la formation des enseignants, par une sorte de égalitarisme qui aurait, j'y reviendrai d'ailleurs, aurait tiré vers le bas le système scolaire, par un certain nombre d'exigences et d'efforts et de mérites qui ne seraient plus au rendez-vous par rapport au travail, ou alors des enseignants, je l'ai entendu hier encore, des journalistes, qui ne sauraient pas tenir leur classe, le comportement des élèves. Tout ça, ce sont des raisons, on va dire, pratico, quasiment techniques sur le plan du fonctionnement de l'éducation. Et je crois qu'en se polarisant sur ces sujets, on manque véritablement le cœur du problème. Et je crois que pour réfléchir sur les conditions de possibilité de l'apprentissage, il faut déplacer les questions de cet empirisme un peu que l'on a sous les yeux pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, pour poursuivre la transition et pour expliquer ces conditions de possibilité de la transmission qui étaient atteintes en quelque sorte à la moelle, hein, dans le noyau, comme on dit, dans le domaine moléculaire, hein, en quelque sorte. Pour atteindre le noyau, j'étais passé par un détour qui était celui d'une explication qui est tirée des réflexions sur l'éducation de Kant. Et j'ai choisi cette référence, non pas parce que je serais parfaitement aligné par rapport à ce que dit Kant, mais parce que ça permet de planter le décor. Alors je vais rapidement faire une synthèse du propos de Kant. Il situe l'éducation à partir de la néothénie. Il n'emploie pas, hein, d'ailleurs, le mot, hein, qui est un mot de la psychologie qui arrive beaucoup plus tard. Et la néothénie, ça veut dire que l'enfant est ce mammifère qui, pour parvenir à tenir son existence, doit passer par une très longue transmission, donc éducation, jusqu'à ce qu'il gagne son autonomie. C'est le mammifère qui a la plus grande durée d'acquisition pour parvenir à conduire son existence. D'autres mammifères sont dans cette situation, mais sur des échelles de temps qui n'ont rien à voir avec celles de, de l'être humain. Il y va du développement du cerveau à la naissance, enfin, etc., etc. Je ne rentre pas dans ces considérations. C'est, on va dire, la dimension de la néothémie. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On peut être tout à fait descriptif. Ça veut dire que
le, le petit enfant ne dispose pas de la détermination des instincts par rapport à la nature, qui pourrait lui donner une sorte de conduite déterminée, en quelque sorte, par rapport à sa vie, mais il est, sans ses instincts, l'homme, moins que l'animal, mais dans une potentialité, bien sûr, qui lui permet des développements que n'a pas l'animal, qui a la possibilité de développer ensuite sa raison et sa liberté. Mais ça le met dans une situation, et c'est là que se joue finalement la, la définition archaïque de l'autorité, c'est qu'il est dans une absolue dépendance de l'adulte qui, d'une certaine façon, le porte vers le haut. Le premier cri du bébé, c'est un appel vers le haut, en direction des grands qu'il a autour de lui. Et l'adulte, on va dire le maternage et tout le travail de langage et de symbolisation qui peut entourer l'enfant, et ce qui va, d'une certaine façon, le tirer dans son humanité par cette dépendance qu'il peut avoir vis-à-vis du plus grand que lui, c'est-à-dire l'adulte. Dissymétrie euh, originelle entre l'enfant et l'adulte. Et c'est en quelque sorte, pour tirer la métaphore, le berceau de l'autorité. Alors, si il y a un problème dans les conditions de possibilité de la transmission et c'est une crise de l'autorité, c'est qu'il va y avoir une atteinte de cette dissymétrie. Mais alors chez Kant, pour poursuivre, euh, l'éducation consiste à donner des appuis symboliques euh, dans le temps. Et donc, en fait, ce sont euh, ces formations culturelles, hein, qui vont permettre de donner comme une sorte de, de, de contenu à un contenant, qui est celui de la liberté et de la raison, qui est une faculté, qui est une potentialité. Et sans ces contenus, sans ces appuis culturels, la liberté et la raison n'auraient pas un sens vide, mais seraient vides de sens. Ça ne serait simplement qu'une faculté formelle. D'où l'éducation est finalement le processus de synthèse entre la néothénie, c'est-à-dire ce qui ne permet pas encore d'exister, et la formation de l'autonomie qui est la loi, qui étymologiquement signifie la loi que l'on se donne à soi-même. Auto, nomos, la loi qu'on se donne à soi-même. Voilà. Donc, entre les deux, si vous voulez, il y a l'expression, il y a le positionnement de l'autorité dans cette symétrie qui conduit à la formation de l'autonomie. Voilà l'explication très rapide des réflexions sur l'éducation de Kant. Mais alors, si je puis me permettre, l'autorité aujourd'hui a la mauvaise presse. C'est-à-dire que Voilà, le simple emploi du mot autorité fait peur aujourd'hui. tout à fait, Omar. Et donc, je vais expliquer qu'il y a un effet sociétal qui est en train de se développer, qui participe à une destruction de cette dissymétrie et donc du rapport à l'autorité. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il va y avoir toute une culture conjointe dans un fameux texte où elle travaille sur la critique, considérant qui sont différents de ceux de Hannah Arendt. Alors, malgré tout, avant d'aller sur une explication de cette destruction du rapport d'autorité et donc des conditions de possibilité de la transmission et donc d'une éventualité de la baisse de la niveau parce que la transmission est ratée, hein, je voudrais approfondir ce que dit Kant. Euh, on a vu, j'y ai fait allusion, euh,
chez Eva Illouz, elle explique que, en fait, on est dans une société libérale, au niveau libéral, dérégulée, et qui fait que, en fait, l'individu est toujours dans une sorte d'incertitude et de situation de choix par rapport à sa vie, là où dans des sociétés plus traditionnelles, qui s'appuyaient sur les cultures de l'ancêtre, finalement, il y avait encore, en quelque sorte, par la culture, des guidages, alors que là, nous serions dans un monde désorienté. Mais ce qui est intéressant avec Eva Illouz, qui est une sociologue des émotions, et ça me paraît très très intéressant dans le monde d'aujourd'hui, euh, eh bien, à ce moment-là, c'est finalement les formations affectives, les formations désirantes qui sont elles-mêmes travaillées finalement par cette désorientation du monde dans lequel on se trouverait. Donc, passage là, en quelque sorte, d'une théorie des facultés à une dimension des émotions et des affects entre Kant et Eva Illouz. Et je vais encore plus loin pour expliquer cette question de la crise de l'autorité, en m'appuyant alors à ce moment-là sur des théories qui sont issues la psychanalyse. Alors, je ne voudrais pas être trop abscon pour les auditeurs, mais bon, les deux références sur lesquelles je vais très rapidement schématiser finalement un certain nombre des bases qui expliquent les conditions de l'autorité, c'est Freud et Lacan. Et j'aurais envie de dire surtout Lacan d'ailleurs. Alors pour revenir sur des choses un peu sues, un peu connues, dans le freudisme, on sait très bien que une des explications de la formation de la subjectivité, classiquement, hein, c'est le complexe d'Oedipe. Et ce concept d'Oedipe consiste à dire qu'il y a une jouissance qui est interdite, la jouissance incestueuse, et donc il y a une coupure qui s'opère par la figure du père, qui prononce en quelque sorte l'interdit, et donc il y a un non à la jouissance qui crée les conditions d'un manque et donc des conditions même du désir qui s'exprime et de la volonté ce qui s'exprime entre la jouissance impossible et l'interdit, la formation le nom du père. Je suis là, par rapport à mon explication du complexe d'Oedipe, quasiment dans la béaba hein, des fondements de la psychanalyse. Et donc, c'est quelque chose qui rebondit, comme je l'ai annoncé, chez Lacan, où, en quelque sorte, dans la structure même, et c'est ça qui va faire la différence déjà avec Kant, que j'ai présenté, c'est que cette dépendance dont je parlais avec Kant, avec la néotonie, c'est pour Lacan une division structurelle. C'est-à-dire que son désir est toujours défini dans une structure qui est celle du rapport à l'autre. Autrement dit, pour prendre un néologisme dont il avait le secret, le désir, aller lentement, parce que ça commence à devenir un petit peu hermétique, le désir, dit-il, est extime. Alors ça, c'est du Lacan hein, dans ses hiéroglyphes. C'était une sorte de génie qui avait le génie aussi de l'hermétisme. Hein. Donc, et pas pour rien d'ailleurs. Enfin, c'est un autre sujet. Extime, dans ex, on entend le préfixe ex. Ça veut dire hors d'eux. Donc, le sujet, il est toujours hors de lui-même. Le désir, pourquoi? Parce qu'il est constitué dans le rapport à l'autre. Et time, c'est une partie du substantif que l'on entend dans le mot intime. Donc, dans le désir, il y a du intime qui est extime, hein, du dedans qui est dehors, ce qui explique finalement cette division. Bon. Et la loi du nom du Père est ce qui permet, en quelque sorte, de faire l'articulation de l'extime par le langage. Hein.
Donc, c'est l'interdit du nom du père qui est la condition de cette formation du symbolique et du langage qui articule l'intime à l'extime. Alors, ça veut dire aussi, et c'était le point de départ par rapport au freudisme, que la jouissance est impossible. Hein, c'est l'interdit de l'inceste au départ, et donc il y a un état de manque dans le désir, structuré par cette dimension de la relation à l'autre qui forme le désir dans dans sa condition extime. Alors maintenant, c'est là qu'on va en venir aux conditions de la destruction. Et donc, destruction de la dissymétrie, pour prendre le mot, le renvoi à Kant, euh, destruction de la division du rapport à l'autre, si on est dans la terminologie lacanienne, et dans, on va dire, les effets induits de cette destruction, destruction de la formation symbolique, donc du nom du père, et destruction, pour revenir à Kant, des conditions de la synthèse éducative entre l'instinct qui manque et la faculté de la liberté et de la raison, qui sont des facultés vides de sens tant qu'elles ne sont pas appuyées sur une culture qui a été éduquée. Bon. Alors, d'où vient cette destruction? Eh bien, commençons par être simple, un peu descriptif, et après on essayera de tirer des concepts plus approfondis. Euh, ce qui se passe dans notre société, on va le dire brutalement par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est que plutôt que d'être dans la structuration de l'interdiction de la jouissance, on est dans une société qui comporte un modèle économique qui pousse à toujours de la satisfaction de plaisirs supplémentaires et donc de répondre à de la jouissance. Et donc, plutôt que d'être dans l'expérience du non, c'est-à-dire de l'interdit, donc de la symbolisation par la figure du père, on est dans un phénomène de modèle économique de la dépense de soi pour toujours plus de jouissance. Alors, on peut toujours être dans le descriptif. Je veux dire, un enfant aujourd'hui fait un caprice ou exprime une demande et on va le satisfaire par un objet de consommation ou par une gâterie quelconque. Et au niveau des comportements, je reste toujours descriptif, mais on va essayer au maximum de se retenir de tout conflit d'autorité par rapport à cette demande, et on va verser plutôt dans la réponse à la demande de l'enfant, plutôt que d'entretenir un non qui occasionnerait des conditions de la frustration, mais qui sont aussi des structurations nécessaires au désir en tant qu'il manque. Bon. Alors, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que plutôt que d'être dans le non, on est dans le jouir, dans la possibilité du jouir et de la réponse de la satisfaction. Ce qu'on appelle les enfants gâtés. Ou alors il faut le prendre de façon, on va dire, euh, plus, moins condescendante. On est dans une orientation où la finalité de l'éducation en famille n'est pas de porter vers le haut, vers une grandeur, voire même dans une ambition, hein, où il va falloir conditionner les termes de cette ambition dans la communauté familiale, mais on va être dans une autre injonction qui va être, on va essayer au maximum de trouver les conditions de ton épanouissement. Et dégager au maximum les conditions de ton épanouissement, c'est satisfaire au maximum ton désir, être au plus près de ton désir,
de ta demande en t'apportant un certain nombre de satisfactions. Je vous donne un chiffre, hein, qui est simplement un indicateur dans ce propos, hein. C'est que 60% de la consommation est exprimée par l'enfance, ce qui est sidérant, quoi. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ça signifie que quelque part, le besoin n'est plus défini par l'adulte, mais en grande partie, il est défini par la demande de l'enfant. Mais est-ce que c'est le cas de dans toutes les familles? C'est-à-dire que cette perte Alors, de l'exigence, est-ce qu'elle existe partout? Est-ce alors, qu'elle elle est la même partout ou pas? alors, sur cette question-là, si vous voulez, quand on construit un concept, comme je suis en train de le faire, on essaye de trouver une position médiane dans la société, hein. C'est-à-dire que il est évident que beaucoup de gens qui sont en train de m'écouter sont dans ce qu'ils font, euh, en train de se dire, mais moi, ce que je fais, c'est contraire à ce qu'il est en train de raconter. Bon, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, Ou de toute façon, je connais le cousin voilà. de Non, ma mais tante. voilà. De toute façon, si vous voulez, entre, on va dire, la singularité euh, et la construction du concept, il y a de toute façon toujours un tirage, et un concept, de toute façon, est toujours d'une certaine façon une cause perdue, hein. Mais en même temps, pour essayer de comprendre les systèmes et les fonctionnements, si vous voulez, on est bien obligé de passer par des découpages qui établissent des relations pour comprendre ce qui est en train de se passer. Bon, ça, c'est un peu, on va dire, de la philosophie au passage, là, que je vous sers pour répondre à votre objection, Omar. Alors, si vous voulez, jusque-là, on a une explication par rapport à cette crise de l'autorité qui reste quelque peu descriptive. Dans le langage philosophique, on dirait une explication phénoménologique. Autrement dit, on s'explique à partir de ce qui apparaît. Mais il m'intéresse, moi, de travailler sur les conditions de possibilité, hein. Ça va être mon angle d'attaque pour essayer de comprendre cette crise de l'autorité. Et donc là, il faut revenir à cette explication par la psychanalyse et faire une soudure avec les analyses de Marx du modèle économique dans lequel nous nous trouvons. Alors, les gens ils doivent se dire, mais tant pis, tant mieux, je n'en sais rien. Mais Patrick Coste, là, en train de parler de l'école, faire des liens entre Lacan, Marx, pour revenir à ce qui se passe dans la classe, il est en train de nous faire un voyage interstellaire qui n'a rien à voir avec les réalités. Patience, patience. Un peu de patience. Je pense que le public assidu a compris, a compris la méthode. Alors, patience et soyez tranquilles, nous reviendrons dans la classe avec des explications concrètes et des descriptions de situations que les parents connaissent, que les enseignants connaissent et bien entendu que les enfants connaissent. Mais avant de revenir à l'empirique, faisons ce travail de détour de l'analyse de l'empirique. Alors, pourquoi Marx? Alors, il faut revenir à Marx. Qu'est-ce qu'il dit Marx sur ce modèle économique? Il fait une analyse en particulier, lui, sur la production. Sa focale, ça va être d'expliquer, on va dire, la moelle épinière du monde moderne à partir des rapports de production, comme on dit dans le langage marxiste. Et là, de quoi s'agit-il? Là aussi, je fais du marxisme de cours préparatoire, hein, de B.A.-Ba. Euh, si vous voulez, il explique, c'est que, en fait, il y a une force de travail. Cette force de travail elle est achetée par un propriétaire, par un capital. Et la finalité du capital, qui a le pouvoir dans ce rapport contractuel, c'est de faire de plus de profit. Donc, si la valeur, elle se définit simplement par le travail, sans que le capitaliste intervienne, il va y avoir une sorte d'équivalence entre la force de travail et le bénéfice qu'on va en tirer sous la forme de salaire. Sauf que le capitaliste qui est au milieu de ces rapports, il vient tirer
une part de la valeur du travail, soustraire une part de la valeur du travail à la force de travail pour l'investir dans son capital, donc pour compléter sa propriété. Et c'est ce mouvement-là qui va lui permettre d'augmenter ses profits. Mais au passage, il y a ce que l'on appelle, dans le langage marxiste, un prélèvement de la plus-value sur le travail de l'ouvrier, dans la finalité pour le capitaliste de faire du profit. Alors, vous allez me dire, mais vous étiez en train de parler de la structure symbolique, de l'estime, de la subjectivité de l'enfant, de l'hétéronomie chez Kant, de l'autonomie, des facultés. Quels sont les liens bon, entre tout ça? On est perdu là. On est perdu, on est jeté en pleine mer là, dans mes explications. Eh bien, il y a un texte de Lacan qui, à mon avis, fait partie des plus intéressants, même si ça ne fait pas partie des plus commentés par les psychanalystes, qui très souvent se tiennent loin des questions d'économie et de politique, ce qui est, à mon avis, tort, y compris pour les analyses de symptômes. Mais bon, passons, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez, le, ce qui se passe, c'est que cette plus-value extorquée dans la production, elle est aussi un phénomène qui se passe dans la formation du désir. C'est-à-dire que j'ai un désir, mais compte tenu qu'il y a une logique économique qui consiste au manque dans mon désir d'essayer d'en tirer une formulation supplémentaire pour que je puisse relancer finalement la production vers un toujours plus, eh bien c'est la structure du psychisme lui-même qui, d'une certaine façon, incarne ce qui peut se passer dans l'extorsion de la plus-value dans le rapport au travail. Bon. Donc, le plus de jouir est une logique qui vient de la logique des rapports d'échange économiques dans lesquels on se trouve. Le plus de jouir, c'est, je vais mettre, il va y avoir des formes finalement de pouvoir dans le rapport économique qui vont se développer, qui vont instrumentaliser le désir vers un plus de jouir, et qui donc vont déplacer le psychisme dans ce champ du plus de jouir. Bon. Alors, faisons maintenant le lien avec, si vous voulez, la question de l'autorité, le nom du père, l'éducation kantienne. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans ce déplacement vers le plus de jouir, plutôt que d'être dans le manque, dans l'appel vers le plus grand de l'adulte, il y a une sorte de court-circuit de cette dissymétrie par l'offre permanente de la jouissance qui est induite par cette machine du plus de jouir. Donc, Alors, si je comprends bien, on est passé du désir d'école, du savoir, au désir de jouissance permanente par tous les gadgets, etc. exactement. Vous faites un raccourci, c'est le basket Adidas contre le savoir. Et pour le coup, les Adidas et les PlayStation ont gagné parce que Et les marques ont gagné. Et les marques ont gagné. ouais. Parce que la Euh, jouissance, elle est c'est immédiate et elle est permanente. c'est le fétiche de la marchandise, dans le plus de jouir, c'est-à-dire la marque, est venu à la place de la formation du désir dans son manque. Et donc à partir de là, vous avez la formation structurante du nom du père et donc de l'interdit, qui est déplacée dans cette dimension de l'objet en toc. D'accord? Alors, chez les pauvres et ceux qui ne réussissent pas à l'école, ça va être euh, des objets en toc un peu kitsch, hein. Il va y avoir une culture, d'une certaine façon, qui pour un bourgeois raffiné, va être des objets en toc dans le style du gros sel. Mais chez les gosses de Neuilly, ça va être des montres de marque, ça va être des baskets raffinées qui ont été portées par des vedettes. Il suffit de se promener dans les vitrines pour voir les rapports de distinction culturelle qu'il peut y avoir sur les objets en toc. Mais ce qu'il faut euh, apercevoir,
c'est que la structure logique qu'il y a derrière ce type de consommation, elle est la même que ce soit chez les riches que chez les pauvres. Par petite Et parenthèse, moi j'ai l'impression que qu'en banlieue, les objets de désir sont à peu près les mêmes, mais en contrefaçon. C'est-à-dire que les marques vont être les mêmes, mais on, le, le, je le vois beaucoup, par capitalisme, exemple, enfin, c'est un exemple comme ça un peu trivial, mais je vois beaucoup de jeunes qui portent des casquettes Gucci. Vous savez, la marque italienne de ouais, luxe. ouais, ouais. Alors je pense que c'est bon, c'est de la contrefaçon, mais voilà. le, le, le capitalisme et les économies parallèles qu'il génère, qui appartiennent à la même logique, euh, comportent un certain génie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur le plan politique, s'attaquer à ce génie du capitalisme n'est pas une mince affaire. Mais effectivement, le, le signifiant de la contrefaçon de la marque, c'est-à-dire c'est l'artifice de l'artifice, la contrefaçon. Et donc, évidemment, les pauvres sont du côté de l'artifice du luxe. Mais le luxe lui-même est une dépense de jouissance superfétatoire qui est elle-même un artifice par rapport aux besoins et par rapport aux désirs. Mais ce qui m'importe dans cette affaire-là, c'est d'expliquer qu'il s'y joue entre le nom du père, la dissymétrie et l'objet en toc qui est le signifiant du plus de jouir, un déplacement de ce qui faisait la dissymétrie entre le petit et le grand, l'appel vers le haut, parce que c'est tout de suite, dans un court-termisme, que j'ai la réponse par rapport à ma demande. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de différé entre ma demande et ce dont je peux en obtenir. Bon. Alors, j'avais indiqué, hein, j'ai fait une étape pour que les gens se reposent, hein, parce que comme je sais, j'ai fait quand même une, une balade là un peu dans les étoiles. On va revenir un peu sur Terre, hein, si vous voulez bien. Bon, mais ce rapport court-termiste comme ça aux objets, cette sorte d'agitation là, du désir, sans différer, sans frustration, mais dans une classe, c'est une sorte d'agitation qui fait que on veut les choses tout de suite et que par exemple, alors on va prendre un angle, il y a une destruction du rapport au savoir. Alors, vous voyez là, tous les gens qui nous parlent de la nécessité de revenir à un académisme républicain, à l'exigence vis-à-vis du savoir. Si à l'arrière-plan, ils n'ont pas une explication de la destruction de ces conditions de possibilité d'accès au savoir, de la sublimation sur le savoir, s'ils ne comprennent pas ça, ils peuvent toujours sauter à pieds joints sur place sur eux-mêmes, ils ne feront pas avancer le schmilblick. Hein. Bon. C'est pour dire que les explications, si ce sont des explications, on va dire, sociétales, euh, si vous voulez, un peu idéologiques sur un certain nombre d'orientations à prendre, on n'y comprend rien. Bon. Alors, le savoir, qu'est-ce que c'est que le savoir? Hein. C'est au cœur de la crise de l'autorité. Hein. C'est pour ça que je prends la question de savoir. Mais il me semble que vous avez employé le mot du rapport au savoir. Ben, le savoir, euh, ça renvoie à ce que j'ai expliqué depuis ce phénomène de la crise de l'autorité. Le savoir, c'est quelque chose qui est plus grand que soi. Et toute sa vie d'ailleurs. S'il y a bien une condition dans laquelle nous sommes, c'est d'être des ignorants perpétuels. Et donc le savoir, c'est la tentative d'une cathédrale que l'on se construit chaque jour, qui est plus grande que soi. Et donc, ce phénomène-là, quand on est dans un rapport d'autorité, on va dire Troisième République, où il y a un respect du hussard de la République et d'une dimension qui est celle de passer par l'école pour changer sa situation et pour grandir, le savoir est évidemment euh, un port d'attache de la sublimation par lequel on passe. Quand on est dans un monde où plutôt que le savoir, on va avoir un jeu
qu'il soit d'écran ou pas d'écran d'ailleurs, qui va être offert pour que je sois épanoui tout de suite dans ma demande, il y a une perte de plus grand que soi. Et donc, il n'y a plus de nécessité du savoir. Je suis ce que je suis immédiatement tout de suite et j'ai pas besoin de passer par un détour. Donc, à travers la crise de l'autorité, c'est évidemment la crise d'un accès au savoir. Alors, on va prendre un exemple. Ça va faire hurler les pédagogues, là, hein, les Singapouriens là, qui introduisent la méthode de Singapour comme étant la méthode qui va sauver le soldat Ryan, l'élève Ah, qui est en perdition. c'est les Montessoriens, hein, en général, les champions Voilà. de. Ouais. Et donc, de toute façon, il y a quantité de sirop-typhon de la dernière heure qui va nous guérir de la maladie du contemporain dans la pédagogie. Ça date de 50 ans. Alors, prenons les matheux. Prenons les matheux. On peut employer toutes les méthodes inductives que l'on veut, c'est-à-dire traduire le langage de la vie quotidienne de l'enfant, qui est là où il est, pour le conduire dans une transmission qui comporte une distance par rapport au langage maternel. A x plus b, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est différent de est-ce que tu veux mon biberon, mon petit? Il y a une petite différence. Ouais. Il y a une petite différence. C'est-à-dire qu'en fait, on est éloigné du langage quotidien, du langage maternel. D'où toute l'importance, tout l'écart qu'il peut y avoir entre le langage maternel initial et la transmission du savoir. Mais si vous n'avez pas les conditions de détour vers le savoir, vers l'appel vers le savoir, eh bien, en particulier un langage qui est éloigné du langage quotidien ne s'acquiert pas. Voilà. Alors, ce que font les pédagogues et les Singapouriens, que je respecte, hein, parce que c'est une très très belle méthode, hein, la méthode de Singapour. C'est superbe comme montage. D'accord, mais si vous voulez, pour que ça fonctionne, il faudrait. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que justement, on a cette préoccupation de la proximité à ce qu'est l'enfant. Et donc, finalement, avec ces pédagogies inductives ou ces pédagogies actives, on se rapproche de cette évolution du désir de l'enfant vers sa demande. Donc, c'est ce pourquoi ces méthodes inductives, voire des méthodes actives, répondent davantage à l'évolution de la subjectivité de l'enfant d'aujourd'hui. Quand on était dans des rapports d'autorité installés, j'aurais envie de dire que le transfert vis-à-vis du savoir, il était a priori. C'était une condition a priori. Et donc on pouvait parler d'emblée d'un langage abstrait par rapport au quotidien, culturellement abstrait par rapport au quotidien. Et là, il y avait une sorte d'effort qui était inhérent finalement à la relation, parce que l'on voulait surmonter sa position de celui qui est petit par rapport à celui qui était grand dans le rapport d'autorité qui était inscrit dans cette relation. Alors, Patrick, si vous le permettez, on va faire une petite pause et puis on va reprendre. Donc, hein, je vous ai illustré finalement comment l'apprentissage des mathématiques est susceptible d'être mis à mal par rapport à cette condition de possibilité de la transmission et qui donc peut, pour revenir à notre question de départ, peut expliquer qu'il y ait une baisse de niveau. Et ce que l'on constate, c'est que cette baisse de niveau, elle appartient à ces pays développés qui sont dans ces logiques de production du plus que de jouir, ce que j'ai appelé le plus de jouir, et qui est donc un phénomène qui se généralise, sauf dans certaines sociétés comme la Finlande, comme le Singapour, comme un certain nombre de pays, en particulier du sud-est asiatique. Mais là, il y va pour comprendre pourquoi mon explication n'est pas suffisante et ses réussites contredisent ce que je suis en train d'expliquer.
Bon, il faut savoir que, je prends par exemple l'exemple de la Finlande, hein. Euh, En Asie, c'est différent. On peut pas couvrir tous les sujets, hein. Si vous voulez, en, en Finlande, il y a une culture, le premier point, de Bah, très si vous grand voulez, respect. l'exemple de la Finlande, c'est souvent, alors quand on parle de ces sujets-là, de pédagogie, c'est souvent ces exemples, c'est l'exemple de la Finlande de la Norvège ou de la Finlande qui revient. C'est la Finlande. Et c'est jamais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est jamais suivi de la Corée du Sud. Et pourtant, on pourrait très bien dire, bah écoutez, Corée du Sud, ça marche très bien, mais intuitivement, ouais, personne veut de l'exemple de la Corée du Sud. Oui, il y a des raisons, il y a des raisons. On ne peut pas couvrir tous les sujets, hein, mais il y a des raisons pour lesquelles on ne se réfère pas à la Corée du Sud par rapport à l'exemple finlandais. L'exemple finlandais, il ne faut pas perdre de vue, en petit 1, la fonction d'enseignant. Fonction d'enseignant détruite, le statut détruite, l'image de l'enseignant détruit, participe évidemment à la crise de l'autorité à l'école. Suivez mon regard, hein, parce que là, j'essaye de rester calme, mais je suis très en colère, hein. Les politiques qui ont été menées pour détruire le statut d'enseignant et l'image d'enseignant, c'est pas que la droite, hein, c'est la droite et la gauche. Même si, il y a eu des efforts salariaux plutôt à gauche qu'à droite, mais il n'empêche, encore que Blanquer est intervenu aussi sur les salaires. Bon. Mais en Finlande, vous avez une culture, des mœurs de respect de la fonction d'enseignant qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. C'est un petit pays, hein, donc les données aussi n'ont rien à voir en termes d'échelle par rapport à Je ce crois que qui c'est est. moins de 10 millions d'habitants et c'est un pays, il me semble, très riche de Oui, pétrole. oui, enfin, ils ont une économie qui est pas florissante, mais qui est quand même positive. Mais c'est un tout petit pays et il y a la préservation d'un certain nombre de cultures traditionnelles dans la famille, dans le respect de l'enseignant, etc. Et donc vous avez un tissu euh, euh, moral, en quelque sorte, dans cette société, qui n'a pas été ravagé et traversé par les phénomènes de destruction de la logique capitaliste, destruction qui, donc chacun sait, et du côté de la nature, ça c'est quand même avéré maintenant, mais il faut aussi parler de destruction des psychismes, ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon propos. Donc voilà, il y a des conditions sociétales qui font que la balance, finalement, se rééquilibre dans l'autre direction. Bon, plus un système éducatif qui a des caractéristiques, avec beaucoup plus de moyens que chez nous, sur l'accompagnement des élèves en difficulté, sur des enseignants en plus pour venir en parallèle de l'enseignant qui fait cours, pour soutenir ceux qui sont en situation différente dans les parcours. Bon, autrement dit, il y a un faisceau de raisons qui explique le, le, les meilleurs résultats, mais euh, comme je le disais tout à l'heure par rapport à un concept explicatif, je tire finalement une ligne, hein, une sorte de cap explicatif au milieu de cette complexité avec ces différences pour essayer de donner une signification à cette question de la crise de l'autorité. Voilà. Donc pour ma part, si vous voulez, je fais déjà une explication par rapport à la baisse de niveau, par rapport aux conditions de possibilité de la transmission qui sont atteintes à partir des crises de l'autorité. Il y aurait d'autres raisons, mais je vais vous faire une intervention qui va durer jusqu'à ce soir minuit, Omar, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi du côté du savoir, qui explique la, la, la baisse de niveau répandue. Ça peut être très simple, là encore. On va revenir dans la classe après, parce que les gens veulent sans doute des exemples et des situations un peu concrètes, hein. Euh, Pourquoi problème avec le savoir? Bah, si je reprends le fil de mon propos entre le petit qui devient grand dans la sublimation du savoir, il faut quand même que ce savoir, il ait un certain territoire identifiable, qui fait que l'élévation, elle se fait sur une dimension reconnue de ce qu'est le savoir.
Or là, nous sommes dans une situation où les cerveaux sont tous azimuts. Ils sont bombardés par des signes et du bruit. Et le savoir, il n'est qu'un fragment de l'ensemble dans lequel on se situe, de tous ces signes et de ces bombardements de bruit. Donc, alors, vous savez, quand il y avait la télévision, quand on commençait à faire des commentaires sur cette question-là, on disait, l'image ou le journaliste, il devient concurrent du professeur. Et que donc, par conséquent, il n'a plus la même légitimité en tant que médiateur du savoir que d'autres médiums. Ça, c'est un classique. Mais là, on a passé un cran de plus. Là, on est véritablement dans une sorte de fusion atomique des phénomènes par rapport au rapport au savoir. Enfin, il faut se rendre compte, là, je fais juste une petite un excursus là sur la question du numérique, mais on a affaire à des entreprises capitalistes qui ont des investissements plus importants que les PIB de pays de grande taille. On est sur 10 milliards. Là, en ce moment, il y a des opérations en bourse. On a le tournis en termes d'investissement et de chiffres sur ces domaines-là. Et ça paye quoi, tous ces investissements capitalistiques? Eh bien, ça paye, par exemple, une ingénierie de très haut vol, de très haut niveau, qui consiste à trouver les moyens de rendre un maximum de dépendance le psychisme des adultes, mais aussi des enfants. C'est-à-dire que c'est un pouvoir de capture sur ce qui va occuper les esprits. Alors, il y a un signifiant courant qui revient, c'est la capture de l'attention. On est dans une économie de la capture de l'attention. Donc, si vous faites les liens avec ce que j'ai expliqué sur la logique du capital et la manière dont ces investissements fonctionnent pour rentrer dans le psychisme des enfants, on n'est plus simplement dans la gâterie des jouets sur le sapin de Noël. On est rentré finalement dans une dimension quasi neuronale de cette logique capitalistique qui atteint le psychisme des enfants, du côté du plus de jouir. On est dans le système, comment je peux penser de manière criminelle. C'est-à-dire on est plus simplement dans le commerce, dans la vente de gadgets, mais on est dans autre chose. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut bien se dire que cette question de la plus-value, hein, pour le profit, c'est du point de vue humain et du point de vue de la nature, une logique cynique. Et la vertu qui voudrait que l'on protège les enfants, dans cette logique cynique, les barrières sont tombées depuis bien longtemps. Donc il faut quand même assumer les effets de destruction qui sont en train de s'opérer par ces fonctionnements. Voilà. Alors, revenons un peu dans la classe pour quand même se donner des images. Euh, si vous voulez, à partir du moment où il va y avoir dans la classe un acte d'autorité vis-à-vis du savoir, ou vis-à-vis du comportement d'ailleurs de l'enfant, à partir du moment où il y a quelqu'un qui va dire non, et que l'enfant, il a le statut d'être un épanoui obligatoire, de par cette logique-là, le non, ça passe pas. Alors, au moment d'une évaluation, les enseignants, qu'est-ce qu'ils connaissent? Qu'est-ce qui est en train de se développer? Ben, vous allez avoir des enfants qui vont négocier la note. Parce que la note n'aura pas été suffisamment penchée sur l'épanouissement et le désir de l'enfant. Et alors à ce moment-là, l'enseignant, il a le sentiment d'avoir perdu son autorité et voire d'avoir perdu sa légitimité. Donc tout ça est lié. Je disais que les concepts, c'était des découpages.
voyez qu'à partir du moment où on explique la crise de l'autorité, eh bien, si on revient dans le réel, on en a évidemment des figurations évidentes. Voilà. Et ça ne s'arrête pas aux enfants, le problème de la crise d'autorité. Les parents, ce sont des intercesseurs du monde dans lequel ils appartiennent vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire, comme leur finalité est celle de, pour prendre un vocable, on va dire, très bobo, qui va être l'épanouissement, tu feras ce que tu veux, mais l'important, c'est que tu sois heureux. C'est pas ce qu'on disait dans les années 70 à la table familiale. Hein. On Mais disait, qu'est-ce qu'on disait justement? Ça m'intéresse. ben, à l'époque, si vous voulez, on était dans un milieu modeste. L'attendu des parents, c'était que les enfants, à travers l'école, ils puissent changer de conditions sociales et que les enfants fassent autre chose que ce que les parents faisaient. Bon. Et donc, il y avait une demande des parents de réussite. Mais est-ce que, alors c'est une question que je pose, mais est-ce que l'objectif des parents c'était que les enfants soient heureux ou qu'ils changent qu'ils s'élèvent sur le plan social? C'était quoi? Le problème est compliqué parce que c'est pas qu'un problème, on va dire, chaque génération a des conditions de sens qui ne sont pas les mêmes. Donc, replier une situation par rapport à une autre pour expliquer les choses, à mon avis, n'est pas un bon procédé. Si vous voulez, à cette époque-là, il y avait une situation ouvrière, des employés, etc., qui était extrêmement difficile, toujours vrai, hein, mais on avait un rapport au temps et à la durée et aux générations qui faisait qu'on pensait faire du bien à son enfant en lui donnant des injonctions et des contraintes par rapport au fait qu'il travaille à l'école pour qu'il réussisse demain, en différant son désir. Les conditions aujourd'hui de la relation ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit dans les publicités, hein, le père de famille, il se comporte comme un gosse. Et quasiment, c'est le gamin qui lui explique la vie, pour dire à quel point on a renversé, si vous voulez, les rapports. Vous voyez. Donc à partir de là, et chacun a des bonnes intentions. La question n'est pas que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui. Hein. C'est pas le problème. Mais sauf que les conditions globales dans lesquelles les gens s'inscrivent font que les définitions de la bonne intention, elles ne sont plus du tout les mêmes entre une époque et une autre. Chacun est de sa génération. Moi qui commence à devenir un vieux bonhomme, je peux vous dire que je le sens que je suis de ma génération et que je suis plus de la génération de certains autres. Vous voyez. Et ça fait partie. Et en plus, on est dans un phénomène aujourd'hui d'accélération des transformations intergénérationnelles, ce qui est un autre sujet d'ailleurs. Mais là, je pars de votre problème de départ. Pourquoi la baisse de niveau? La baisse de niveau, je l'ai expliqué par les conditions de possibilité de la transmission à partir de la crise de l'autorité, au-delà de ce qu'a pu en faire Hannah Arendt, ou autrement, disons, plus modestement. Mais, si vous voulez, il est évident qu'il y a quelque chose dans le rapport au savoir qui pose problème dans le contexte environnemental dans lequel on est. Prenons la question de la lecture et l'écriture. Bon, je veux dire, les enquêtes qui sont en train d'être faites sur le lire montrent que chaque année, il y a une baisse de temps de lecture des enfants par rapport au livre. Bon, c'est un indicateur. Hein. Et puis, à la place du lire et de l'écrire, aux temporalités du lire et de l'écrire, de la nature, de l'ennui qui faisait dans les greniers ce moment merveilleux d'avoir un livre et de s'évader euh, avec des marins euh, sur une île où il y avait un trésor à découvrir, ben, cet imaginaire-là, entre l'ennui et cette évasion, on voyait bien que les conditions dans lesquelles nous sommes ne font pas la place à ce livre dans le grenier. Les conditions se sont profondément transformées. D'ailleurs, dans les salles de classe et dans les établissements de manière générale, l'élève avec un livre et des lunettes est complètement disqualifié. C'est-à-dire qu'il est considéré comme le mauvais élève, enfin, comme le
C'est comme le mouton l'intello. noir. C'est Et c'est l'intello. celui qui a des marques qui est un peu la référence pour tout le monde. C'est-à-dire bon, alors, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que il y a effectivement le caïd de l'anti-intellectuel, voilà, qui précisément, parce que de toute façon, lui n'est pas invité sur la réussite intellectuelle, il reconstitue son identité dans des affirmations où il va tirer ses puissances là où il peut les tirer. Et donc, effectivement, il va y avoir des rapports de rivalité qui vont se redistribuer en fonction aussi de ce qui est en train de se passer, des rapports entre l'échec et la réussite chez les élèves. Voilà. Mais c'est presque un sujet à part entière sur la question du harcèlement, des comportements dans la cour de récréation, etc., qui mérite peut-être une émission à part entière. Alors, je pourrais développer euh, davantage l'explication de la destruction des conditions de possibilité de la transmission par le savoir et la crise de l'autorité. Hein. Il y a d'autres lignes, mais pour aujourd'hui, ça va être suffisant. Alors, ce qui m'importe par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est encore une fois, ça c'est une question de méthode. Tous les discours là, qui se tiennent sur l'école, là, j'en ai parlé plusieurs fois, qui font un diagnostic et qui se donnent des réponses à partir d'un certain diagnostic, si le diagnostic n'est pas à la hauteur des problèmes qu'il se posent, la réponse ne peut pas être bonne. Et donc, par conséquent, comme on n'y arrive pas à résoudre le problème, ici et ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gouvernances deviennent des grands agités du réformisme. C'est-à-dire qu'on a affaire à un réformisme accéléré qui donne l'impression qu'on est en train de progresser, mais en fait, c'est un sophisme. C'est un sophisme de l'incapacité à résoudre les problèmes. Alors, c'est amusant, parce qu'on pourrait prendre. Alors là, on fait une séquence là, sur ce sujet-là. Mais là, les réformes qui sont tombées là sur les dernières années. Choc des savoirs par Attal, Ardoise, collège, pour ceux qui connaissent. Réforme lourde, importante. Gommée. Elle gommait une réforme sur l'approfondissement en sixième qui a duré un an. Au lycée professionnel, on fait une réforme sur la troisième année au niveau du bac, sur des questions d'orientation, où on appelle ça la fin en Y, balayé. Et on n'en finit pas dans le réformisme auquel on a affaire à avancer d'un pas et de reculer de deux. Et il faut se rendre compte que si cette gouvernance en est là, alors il y a beaucoup d'explications à donner, parce qu'il faut que les ministres existent, figurez-vous. Et comme il dure une moyenne de 500 jours, ils ont intérêt de se dépêcher pour marquer l'histoire. Donc il y a un phénomène aussi qui tient au temps politique par rapport au temps de l'éducation. Là, il y a une- quelque chose qui est désynchronisé entre les deux dimensions. C'est un sujet à part entière, ça. La temporalité de la transmission et de l'éducation. Mais là, on a affaire, si vous voulez, à des diagnostics qui ne répondent pas. Et alors, là où c'est terrible, c'est que comme ça ne répond pas, vous avez une armée de gens qui, eux, savent ce qu'il faut faire, ce que vous appeliez les experts la dernière fois. Les faux experts, ils ont tout compris. Et ils vont vous expliquer en trois recettes de cuisine que s'il y a de l'effort, s'il y a de l'exigence, et si on revient à un académisme des savoirs, on va réparer le système. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont sur une explication de la façon dont on va redresser le fonctionnement avec des idées de cette simplicité-là. Et si on va là-dedans, compte tenu qu'on ne répondra encore moins aux problèmes qui sont en train de se poser, on ne fait que reporter plus loin, on repousse le bouchon plus loin de la résolution des problèmes. D'où mon attachement à essayer de faire le diagnostic
au noyau, je l'indiquais, parce que c'est en posant les problèmes au noyau qu'on peut essayer de trouver des réponses. Alors, comme dans mon parcours, je n'ai pas été qu'un intellectuel spéculatif, comme je le montre aujourd'hui dans cette émission, que j'ai été proviseur, que j'ai été pilote au rectorat, j'ai aussi, on va dire, une dimension dans ma personne qui consiste à essayer de résoudre les situations, pratiquement. Moi, je ne suis pas, on va dire, dans la posture de l'universitaire. Ma préoccupation est véritablement comment faire. Mais le comment faire, il dépend de les problèmes que l'on se pose. On n'a toujours que les solutions que l'on mérite par rapport aux problèmes que l'on a supposés. Alors, j'ai des réponses. Ce sont les miennes, hein, par rapport aux problèmes que j'ai posés. Mais je pense, Omar, que ça représente à peu près une heure et demie d'explication. Et je ne peux pas décemment enchaîner une explication d'une heure et demie par rapport au problème tel que je viens de présenter. Donc il faut annoncer qu'il y aura une suite. Hein. Ce sera J'ai l'objet jeté, d'une autre j'ai jeté tout le émission. monde dans le brouillard, dans le chaos explicatif des fonctionnements du monde de l'éducation dans lequel nous sommes. Il me revient d'essayer de leur éclaircir l'horizon, avec un certain nombre de réponses sur lesquelles j'ai réfléchi. Mais venir maintenant donner ces explications, ce serait tuer le cheval. Hein. Hmm. C'est Bah, pas évident. non, mais ce sera l'objet d'une autre émission. Euh, Voilà. je Non, pense. mais si, pour donner un peu de l'appétit aux gens, hein, pour la suite, hein, on va parler de la crise de l'orthographe, de la question de l'orthographe, du brevet qui devient plus sévère, des discours sur l'égalitarisme de gauche, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on en fait, etc. On va pas s'ennuyer. Que des questions croustillantes, mais je pense qu'il y a que c'est des questions qui tournent dans la tête des gens. Hein. Je le vois en fait sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, que ça revient assez souvent. L'orthographe, le niveau des élèves, etc., etc. La Donc, communication des ministres, ouais. beau sujet, beau sujet. Oh, je sais pas si c'est un sujet qui intéresse les gens, mais bon, voilà. Bah, très bien. Bah, écoutez, on fait comme ça et puis on se retrouve Ok, ça marche, Marc. prochaine interview. Ok.